aura un petit cervelet ou des asymétries du cervelet, où on aura des anomalies ischémo-hémorragiques, cérébelleuses, avec un remaniement de l'écostructure du parenchyme cérébelleux, soit hyperéchogène quand c'est des lésions récentes, soit des lésions plastiques quand elles sont un peu anciennes. Alors, la voie d'accès est très simple, mais il y a des contraintes anatomiques qui nous ennuient. C'est-à-dire que quand on est sur la coupe transversale qui permet de faire le bip, on va grossir un petit peu. Voilà. On va peut-être baisser un petit peu la fréquence, si on peut. On est au mini, d'accord. Alors, quand on est sur la coupe du bip PC, il suffit de basculer légèrement vers l'arrière. Donc parfois on bascule trop, d'ailleurs quand on prend la coupe, on fait la mesure au niveau du cervelet, c'est pas conforme. Donc il y a un petit mouvement de bascule, aller vers l'arrière. Là on a un bébé qui est généreux parce qu'il a des sutures qui sont assez larges. Il n'est pas nécessaire que je fasse un mouvement de bascule pour utiliser une opportunité anatomique qui est ici la fontanelle mastoïdienne. Et en fait, il faut légèrement basculer, de telle sorte que la ligne médiane s'incline de 15 degrés à peu près vers le bas. Et du coup, on passe par cette suture, donc qui est une opportunité échographique pour envoyer les ultrasons sur cette zone-là. On va voir donc le cervelet, on va baisser un petit peu le gain, ça flash trop, sur le cervelet, et puis surtout la citerne liquidienne rétrocérébelleuse, qui est un élément sémiologique important, qui donne un aspect un petit peu en parenthèse, hein, qui est une structure incurvée et qui va à peu près jusqu'à à la moitié du lobe cérébelleux. Cette image liquidienne est absolument impérative à voir. Quand elle n'est pas présente, c'est qu'il est probable que le cervelet soit abaissé, et donc il est appliqué contre la table osseuse, il est plus bas, et d'ailleurs quand il est abaissé, on va avoir des plus grandes difficultés à le mettre en évidence. Pourquoi? Parce qu'on a ici une limitation anatomique qui est la pyramide pétreuse, qui est une structure osseuse extrêmement dense, qui ne laisse pas passer les ultrasons. Ça explique que quand on a un myéloméningocèle, on ait des difficultés à repérer le cervelet et à le mesurer. Et là, il faut emprunter vraiment cette suture, ici, enfin cette fontanelle mastoïde pour y arriver. Alors, on peut, si on a un aspect douteux, où on a l'impression que le cervelet paraît petit, soit parce qu'il l'est réellement, soit parce que la citerne rétrocérébelleuse est assez importante. Il y a des variations interindividuelles dans la taille de la citerne rétrocérébelleuse. Il y a des méga grandes citernes qui ne sont pas pathologiques, dans l'hypothèse où le cervelet est de taille normale. Alors, vous connaissez la relation entre la largeur du cervelet et l'âge gestationnel, qui est valide entre 18 et 23 à 24 semaines maximum. Au-delà, le cervelet a une croissance plus rapide que 10 mm par 1 mm par semaine d'aménorrhée. Et donc il y a des tables. Grosso modo, le cervelet fait quarantaine de millimètres à 32 semaines d'aménorrhée. Là, on va le mesurer. On a ici 32. On est à 27 semaines d'aménorrhée, qui est un chiffre normal. Si on a également un doute sur la taille du cervelet dans le sens antéro-postérieur, c'est ce qui arrive quand on va avoir une méga grande citerne, c'est-à-dire qu'on va avoir un environnement liquidien large en arrière. Alors on mesure le diamètre antéro-postérieur du cervelet, et grosso modo, le diamètre antéro-postérieur du cervelet, c'est la moitié de la largeur. Donc là, on a 17 mm, c'est en conformité. Attention, les hypoplasies cérébelleuses peuvent se traduire surtout par un déficit du diamètre antéro-postérieur. Donc quand on a un doute, ou quand on a une méga grande citerne, alors il est justifié d'aller faire une biométrie cérébelleuse. Alors, sur les plans écho-anatomiques, ce cervelet, il a un aspect plutôt hypoéchogène, avec une bordure hyperéchogène qui permet d'en repérer les limites. Et puis, dans sa portion centrale, lui conférant un aspect en forme de 8 ou de paire de fesses, comme on veut, vous avez ici la région du vermis, une espèce de petit étranglement, vermis cérébelleux qui s'interpose entre les deux hémisphères cérébelleux et qui va séparer le quatrième ventricule, qui est ici, de la citerne rétrocérébelleuse. Donc quand on va avoir une agénésie vermienne ou une dysgénésie vermienne, eh bien le vermis est totalement absent ou partiellement absent et on va avoir une augmentation sur les coupes transverses du quatrième ventricule qui va prendre une forme inhabituelle. La forme du quatrième ventricule est importante. C'est une structure qui est triangulaire, surtout quand on la coupe longitudinalement, avec une pointe vers l'arrière.
si on trouve un quatrième ventricule un petit peu rond, sphérique, attention, il y a probablement un problème de développement du vermis cérébelleux. Alors vous voyez ici les éléments anatomiques de ce cervelet, les pédoncules cérébelleux qui vont donc relier ce cervelet, cet appendice postérieur, à la protubérance annulaire, à la partie médiane du tronc cérébral. Voilà, ici, c'est donc ces pédoncules. Le vermis est hyperéchogène. Alors, il est hyperéchogène parce qu'il y a de très nombreuses interfaces. Le cervelet a une giration, comme les structures diencéphaliques, enfin des hémisphères cérébraux. La giration du cervelet, ça s'appelle la foliation. Cette foliation est plus marquée, vous le voyez ici sur la partie supérieure du cervelet, mais elle est encore plus marquée sur le vermis. Donc ça multiplie les interfaces qui le rend un petit peu échogène. Donc c'est un repère intéressant. Donc voilà, oui, là on a fait le rappel écho-anatomique du cervelet.